La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Dans l'émission La science et nous, nous parlons en général de la science contemporaine, des découvertes récentes qui changent nos modes de vie et notre vision du monde. À notre époque, la recherche se développe de manière internationale. De nombreuses équipes de chercheurs travaillent en collaboration avec plusieurs pays. Les résultats sont publiés dans des revues internationales, avec des relecteurs de toutes les régions du monde. Mais cela n'a pas toujours été le cas, évidemment. Il y a eu des époques où la science était très développée dans certains pays du monde, et très peu chez nous. C'était le cas au Moyen-Âge, par exemple. On connaît l'histoire de la découverte de la supernova du Crabe, une étoile qui a explosé en l'an 1054 et qui est devenue très brillante jour et nuit. Impossible de ne pas la voir à nos latitudes, et pourtant aucun écrit ne relate cet événement chez nous. En revanche, cette nouvelle étoile avait été observée en Chine durant la période de la dynastie Song de juillet 1054 à avril 1056. Des écrits et des cartes du ciel l'attestent. Les Chinois l'ont observée exactement à l'emplacement où on observe maintenant ce qu'on appelle la nébuleuse du Crabe, un vaste nuage interstellaire, ce qui nous reste de l'explosion. Que se passait-il donc à cette époque dans les pays asiatiques ? Quel était le développement de la science, et en particulier la science du ciel en Extrême-Orient ? J'ai avec moi aujourd'hui un spécialiste de cette question, Roland Trottignon. Bonjour Roland. Bonjour. Roland Trottignon est ingénieur de l'École centrale de Paris, ancien ingénieur chez Thomson puis Airbus, et il a aussi un diplôme de chinois, obtenu à l'Institut national des langues des civilisations orientales, appelé souvent d'un petit nom, Langzhou. Au cours de sa carrière d'ingénieur, il a beaucoup voyagé. Il a été expatrié en Chine, précisément à Canton, à Pékin, à Hong Kong, et aussi en Russie, à Moscou, et aussi à Singapour. Il est astronome amateur, et il s'est donc tout naturellement passionné pour la science du passé en Chine et dans d'autres civilisations asiatiques. Roland, peux-tu nous rappeler à quelle époque cette astronomie chinoise a été la plus florissante et nous parler des travaux, retrouvés, écrits et cartes du ciel ? L'astronomie chinoise s'est développée il y a très très longtemps. Elle a pratiquement élaboré son modèle il y a 4500 ans. Et un modèle qui était assez différent de celui qui a été élaboré dans le monde méditerranéen. C'est une astronomie qui est orientée d'une part vers une astrologie d'État et d'autre part vers l'élaboration d'un calendrier lunisolaire, donc extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que le nôtre. Est-ce que c'est le calendrier qui est toujours utilisé en Chine, par exemple, pour le Nouvel An chinois et tout ça ? Oui, alors il est utilisé pour les fêtes familiales. Sur les calendriers, on a toujours les dates en calendrier traditionnel et en calendrier grégorien, qui est le nôtre. Et ce développement s'est donc fait sur ce modèle d'un ciel astrologique et cela conduisait les Chinois à noter tous les événements. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont noté systématiquement tout ce qu'ils voyaient dans le ciel, les novas, les comètes, et ce sont des documents qui sont toujours utilisables par l'astronomie moderne. Quand tu dis un calendrier astrologique, ce que tu veux dire, c'est que le but de ce calendrier était quoi exactement ? Parce que c'était le même calendrier qu'un calendrier astronomique, sauf que le but était différent. Non, le but n'était pas le même, c'était une astrologie d'État. Le ciel était une espèce de reproduction de la Terre, c'était une espèce de miroir qui permettait de faire des prédictions politiques. Donc dès le début, il y a eu des bureaux astronomiques qui enregistraient absolument tout, et les précisions étaient en général relativement bonnes. Ils avaient des instruments. Il y a eu des périodes très florissantes, par exemple durant la dynastie des Han, donc on est là à peu près à l'époque de l'Empire romain, et la grande période florissante, c'est celle justement des Tang et des Song, où là on a un sommet de la culture chinoise dans tous les domaines. Quand tu dis astrologie d'État, ça veut dire que ça servait à prendre des décisions politiques ? Oui, parce que le pôle céleste était considéré comme le palais impérial,
Et plus on s'éloignait du pôle, plus on allait aux frontières de l'Empire, et tous les événements qui pouvaient se produire dans le ciel, dans les différentes régions, avaient une répercussion dans les décisions politiques. Il y a eu des batailles qui ont été menées ou annulées à cause d'observations du ciel. Ah, moi, j'ai visité, je suis allé en Chine aussi, et à Pékin, il y a le temple du ciel. Oui. Et donc, c'était un endroit où l'empereur prenait des décisions justement par rapport au ciel, c'est ça? Oui, l'empereur était le fils du ciel. L'empereur était le fils du ciel. C'était donc le garant de l'accord entre la terre et le ciel. N'oublions pas que c'est un pays agricole. Donc tout ce qui est phénomène céleste, phénomène météorologique est essentiel pour la survie de l'Empire. Donc en fait, on a beaucoup de chance parce que finalement, pour des raisons astrologiques, les Chinois ont observé le ciel d'une manière extrêmement précise, d'une manière qui nous est utile encore actuellement. Oui. Par rapport au justement l'histoire de l'astronomie, comme les supernovae, comme les choses comme ça. On a 2000 ans de passage de la comète de Halley qui sont répertoriés avec les dates précises et les endroits précis du ciel où elle est apparue. Et on a retrouvé ces cartes du ciel, et quelquefois d'une manière par hasard, des choses assez extraordinaires, oui. comme les grottes de Mogao par exemple. Les grottes de Mogao, qui sont près de la ville de Turfan, effectivement, abritaient une cellule monacale qui était fermée et qui a été mise au jour relativement récemment, et il y a à l'intérieur, chose extraordinaire, une carte du ciel sur papier qui est la plus ancienne carte du ciel que l'on connaisse. Il y a eu il y avait des piles de manuscrits en fait, piles de manuscrits de toutes sortes, et parmi ces manuscrits, des documents astronomiques dont cette carte du ciel. C'est absolument fabuleux. Oui, c'est extraordinaire parce que ça confirme que cette vision du ciel en Chine, qui a été la vision officielle jusqu'à l'ouverture sur l'Occident, était déjà extrêmement vivante, donc vers l'an 600 après Jésus-Christ, et on sait par des documents anciens qu'il y a 2500 ans, 3000 ans, eh bien, il y avait déjà à peu près la même vision du ciel. C'est extraordinaire. Cette grotte, elle a été redécouverte il y a un siècle à peu près? Oui, c'est cela, quand il y avait les grandes missions archéologiques franco-anglaises. Et alors, tu m'as dit qu'il y avait eu un rôle important des jésuites. Oui, alors on présente l'astronomie chinoise comme très très isolée du reste du monde. Ce n'est pas si vrai, puisqu'il y a eu déjà une période durant laquelle la Chine et la Perse ont fait partie du même empire, de l'empire de Gengis Khan, et il y a eu la création d'un bureau islamique de l'astronomie. Et puis il y a eu après les contacts avec l'Occident, qui n'ont pas toujours été très cordiaux, comme on le sait, ça a été un peu difficile, mais les jésuites qui sont partis en Chine pour catéchiser la Chine ont joué un très grand rôle dans les contacts scientifiques. Et quel genre de rôle? Oui, leur but n'était pas de moderniser la Chine. Leur but était de convertir la Chine au catholicisme. Et paradoxalement, ils ont apporté des choses astronomiques en Chine, mais la Chine avait déjà un système astronomique assez élaboré, mais ils ont surtout fait connaître la civilisation chinoise en Europe. Et ils ont fait connaître l'astronomie chinoise en Europe. En fait, là, le basculement de l'astronomie chinoise traditionnelle vers l'astronomie moderne aura lieu seulement au XIXe siècle, avec des missionnaires, mais les missionnaires protestants. Et là, on aura la traduction des grands manuels d'astronomie occidentaux en chinois. Ça veut dire que, comment dire, il y a une importance d'une manière générale des religieux. C'est les missionnaires qui ont permis de faire les communications entre les pays. Oui, absolument. C'est les missionnaires qui... les jésuites étaient d'ailleurs un petit peu gênés par le fait qu'ils n'étaient pas autorisés à diffuser l'astronomie européenne moderne. Ils devaient rester par ordre du Vatican sur des positions où la Terre était au centre, géocentrique. Mais en fait, on n'a pas parlé de date. Ces jésuites en Chine, c'était à quelle époque? C'est le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle. C'est le XVIIe siècle, et certains vont devenir même, comme verbistes, directeurs du bureau astronomique. Ils vont donner des cours d'astronomie à l'empereur lui-même.
parce qu'ils parlent couramment le chinois, ils parlent le mandchou, et ils vont être acceptés à la cour, ils vont faire des conversions à très haut niveau, mais évidemment, ça va très mal se passer au début du XVIIIe siècle avec la fameuse querelle des rites, où finalement on s'aperçoit que tradition occidentale et tradition chinoise, rite chrétien et rite confucéen ne sont pas compatibles et il va y avoir une rupture. Eh bien, c'est passionnant. Et alors, il y a aussi eu une avancée de l'astronomie très ancienne dans d'autres pays orientaux, comme en Inde, par exemple. Il y avait des observatoires comme en Ouzbékistan ou bien Oui, Jaipur, voilà. oui, alors il y a toujours eu des contacts avec la Chine. J'ai parlé des musulmans, en particulier il y a eu le perse Jamal al-Din, que les Chinois transcrivent en Jamaluddin, qui est devenu directeur du bureau astronomique musulman à Pékin. Il y a eu les grands observatoires en Ouzbékistan, enfin le grand observatoire, et là on sait qu'il y a eu des Chinois. Mhm. Il y a des Chinois qui y sont allés, qui ont travaillé là-bas, et qui ont rapporté sans doute des mesures. Et là, il faut dire qu'il y a encore des parties de l'histoire sur lesquelles on manque singulièrement de documents. Il y a probablement au fond des bibliothèques, que ce soit en Perse, à Ispahan ou Téhéran, ou que ce soit en Ouzbékistan, des manuscrits qui restent à découvrir, et on sait qu'il y a eu des échanges. Et il y a des recherches actuellement qui se font Bah, là-dessus, c'est ou bien difficile à c'est faire assez parce que difficile? il y avait Madame Aubin qui était une spécialiste de ce genre de problème, qui disait le gros problème, c'est qu'on manque de spécialistes qui connaîtraient à la fois le perse ancien et le chinois ancien. Effectivement, effectivement. C'est un gros problème. Et on fait toujours, il faut le dire, des découvertes importantes sur l'astronomie chinoise, en particulier quand on met au jour certaines tombes vieilles de 2000 ans, il y a à l'intérieur de magnifiques plafonds peints avec des reproductions du ciel. Et là, il y a des champs entiers qui s'ouvrent à la recherche, et des peintures qu'on ne sait pas toujours interpréter. Il y a encore énormément de choses à faire. Eh bien, Roland, on t'écouterait des heures. J'espère qu'on aura l'occasion plus tard de faire une autre émission sur ce sujet de l'histoire de l'astronomie. Avec plaisir. Merci Oui. beaucoup. À bientôt.